Petit retour sur le slot Neo Geo MVS que j'avais acheté pour vraiment pas très cher. Le son était de retour, tout se passait bien, jusqu'à ce que j'essaie de jouer à Puzzle Bubble avec ma fille. Et là, je me suis aperçu que les contrôles du deuxième joueur ne fonctionnaient pas. Les directions haut et droite sont bloquées. Les signaux de commande arrivent via le connecteur JAMA, puis chaque signal traverse l'une de ces bobines pour filtrer les parasites accumulés pendant le transport. On peut avoir facilement un bon mètre de fil entre le connecteur et les boutons, de quoi accumuler pas mal de parasites. Puis il arrive sur l'une de ces barrettes rouges, dont on va essayer de deviner le rôle. Enfin, il termine son chemin dans l'une des puces SNK propriétaires. C'est le Neo C1. Pour suivre la trace des signaux, haut et droite, je marque à quel point ils arrivent sur le connecteur JAMA. Ensuite, je suis cette trace à travers les bobines, et je marque leur emplacement sur les broches des barrettes rouges. J'ai pu vérifier au multimètre que j'ai bien continuité du signal entre le connecteur et l'arrivée sur les barrettes. Les bobines sont donc en bon état. Une fois de plus, le wiki neogeodev.com va m'être très utile. J'y apprends que ces barrettes sont en fait un réseau de résistance et de condensateurs. Elles proposent 4 circuits identiques, avec en alternance une entrée et une sortie. Elles sont présentées sur le site comme des protections contre les courants trop importants. À mon avis, elles ont également un rôle de pull-up et d'anti-rebond. On va y revenir un peu plus tard si ça vous intéresse, ce dont je ne doute pas un instant. Je me lance dans une passionnante série de mesures pour identifier les valeurs des différents composants. J'en arrive à la conclusion que les résistances du réseau font 1 kΩ et 220 ohms respectivement, et que les condensateurs font 30 nanofarad. Bon là on ne voit rien sur l'écran du multimètre parce que les cristaux liquides en ont décidé autrement, mais je fais des comparaisons de mesures entre les barrettes qui fonctionnent et la barrette qui m'intéresse. Les broches de ma barrette présentent des résistances différentes de celles des autres. Cela peut signifier que la puce propriétaire connectée à la barrette est défectueuse, mais cela signifie plus probablement que c'est la barrette elle-même qui a un problème. Pour m'en assurer, j'entreprends de dessouder la barrette pour voir comment le système se comporte sans elle. Si elle n'agit que comme une protection et un filtre, je devrais pouvoir me passer d'elle le temps de faire quelques tests. Premier essai. Démarrage du slot sans la barrette et avec les broches flottantes. Les signaux haut et droite sont revenus à la normale, les directions ne sont plus bloquées. Je m'amuse alors à relier les broches de sortie de la barrette à la masse pour simuler les manipulations du joystick. À ce stade, je vois que la puce fonctionne bien sans la barrette. Mais je ne sais toujours pas si le problème provient de la barrette ou de la puce. À partir du schéma d'une barrette et des valeurs que j'ai mesurées, je suis en mesure de recréer un circuit sur une jolie plaque sans soudure. Ici, j'utilise des condensateurs par paquet de 3 pour obtenir 30 nanofarad à partir des valeurs que j'ai. Je relie ce montage au connecteur tulipe que j'ai soudé à la place de la barrette. Et on va enfin savoir si le problème provenait de la barrette ou de la puce propriétaire. Sans rien toucher, on observe déjà un mieux. Les directions ne sont pas bloquées, la barrette était donc bien en cause. Je vais maintenant vérifier que mon montage peut la remplacer en testant le slot directement en situation avec un joystick connecté via un faisceau JAMA. Je passe en mode test. Et tout marche bien. Je vais devoir bricoler une carte pour remplacer cette barrette. Petite séance de démonstration de l'anti-rebond en action avec ce circuit. Voilà le schéma classique du câblage d'un bouton. Le bouton coupe le circuit entre la masse et le fil de sortie du signal. La résistance tire la tension vers 5 volts. On l'appelle résistance de pull-up. Quand l'interrupteur est ouvert, la sortie voit l'alimentation à 5 volts à travers la résistance. Quand l'interrupteur est fermé, la sortie voit directement la masse, donc 0 volts. Je reproduis le schéma avec une alim 5 volts, un bouton d'arcade vraiment pas très cher, et une résistance. L'oscilloscope permet de visualiser le signal en sortie. Je relâche, j'appuie, je relâche. Le contact ne s'établit pas instantanément. Cela prend un certain temps. Il arrive que le signal soit bien carré, mais le plus souvent c'est quand même pas mal le chaos. La machine qui lit ce signal croit avoir plusieurs appuis frénétiques sur le bouton. C'est ça le rebond. Le contact entre les parties métalliques de l'interrupteur n'est pas instantané. Et voilà le schéma du câblage du bouton
avec la barrette rouge intercalée entre le bouton et la machine. La sortie est lue sur le condensateur. Sa valeur va donc dépendre de la charge du condensateur. Quand le bouton est relâché, le condensateur est chargé, relativement lentement, au travers des deux résistances, soit un peu plus de 10 kΩ. À pleine charge, la tension à ces bornes est de 5 volts. Quand le bouton est enfoncé, le condensateur se décharge rapidement à travers la résistance de 220 ohms. La tension à ces bornes tombe alors à 0 volts. On a donc un système qui introduit de l'inertie dans la lecture de l'état du bouton, avec une priorité à la rapidité de détection de l'appui sur le bouton. Je reproduis le schéma avec la même alim de 5 volts, le même bouton pas terrible, le circuit de la barrette rouge et une résistance de pull-up que j'aurais dû retirer parce que ça fausse un peu les temps de réponse, mais la forme des réponses reste quand même tout à fait fidèle à la réalité. Et on note encore quelques imperfections. Mais cela n'a plus rien à voir avec le chaos du système sans filtre. Il est temps de s'amuser à reproduire une barrette un peu plus compacte qu'une plaque à essai. Il n'y a pas beaucoup de place là-dessous, alors il va falloir pas mal condenser tout ça. Je vais prendre comme base une plaque perforée, en tassant chaque filtre sur 2 colonnes. Je mets délicatement la plaque aux dimensions, en utilisant des outils de précision qui sont franchement faits pour ça. J'ajoute mes 2 fils d'alimentation et mes 8 fils d'entrée-sortie. Et je câble mes 4 réseaux de résistance condensateur. Hop, 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 et bim! J'aurais peut-être pu utiliser une ligne de moins et gagner 4 mm, mais c'est déjà bien assez compliqué à souder comme ça. Après, il ne reste qu'à enfiler les fils un par un dans le connecteur tulipe. Et il est temps de faire un test. Du côté gauche, tout marche toujours bien, heureusement. Et du côté droit, tout marche bien aussi. Il est temps de remonter le slot pour pouvoir enfin jouer à Puzzle Bubble à 2.